bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Nous sommes donc l'équipe du Catch Asylum et nous allons, la fine équipe, la plus fine de la fine des équipes, et nous allons parler ce soir du pay-per-view Elimination Chamber, qui est sur le côté de Raw. Je suis en Azeris et je suis en compagnie de Ambrosia. Salut. Et Dream. Hello. Nos chefs nous ont laissé tomber. C'est comme ça. Donc maintenant, les chefs, c'est nous. Arrivé à WrestleMania, là, il n'y a plus personne. Comme par hasard. Alors, Elimination Chamber. Qui a regardé le pré-show ? Pas moi. Non, moi non plus. Bon, ben ça, c'est réglé. Donc, on va juste dire que Gallows et Anderson ont battu le mistourage, à savoir Curtis Axel et Bo Dallas. Voilà. Surprenant, n'est-ce pas ? Surprenant, n'est-ce pas ? Bon, ben après, c'est un match de pré-show. Hein, c'est le temps que les gens aillent à leur place. Rentre, ouais. Mm. Eh bien, OS va être fier de nous, on va avancer là. Hein. On est directement sur le pay-per-view avec le premier match de ce pay-per-view qui était... Elles font l'histoire une fois de plus. Le premier Elimination Chamber match féminin. Pour le Et t'as oublié de remercier Stephanie McMahon pour ça d'ailleurs. Oui, qu'elle soit louée voilà, au-delà du temps et de l'espace, puisque Stephanie McMahon est la personnalisation, l'incarnation même de toute révolution féminine. Heureusement qu'elle est là. Merci à elle. Ah ouais, je me sens tellement gratifiée de la voir en tête de file de nous toutes. Voilà. Un match qui a débuté avec Bayley et Sonya Deville, puis Mandy Rose, et puis Sasha Banks, et voilà. Dream, qu'as-tu pensé de ce match qui faisait l'histoire ? Alors, j'ai pas aimé le début. Enfin, en fait, ce qui m'a gêné, c'est que, Sonya Deville et Mandy Rose, le fait qu'elles entrent dans les trois premiers et tout ça, ça quand même. Le début de match était assez poussif et j'ai trouvé qu'elles étaient trop green pour cette stipulation et même tout simplement pour un match de ce calibre. Et du coup, ça m'a gêné, d'autant plus que même si elle a eu un match contre Asuka, j'aurais quand même bien aimé voir Nia Jax dans cette stipulation, parce que c'est un gabarit qui peut être tout à fait intéressant dans la chambre. Et puis après, vers la fin de match, j'ai trouvé que Bayley était très en forme. J'ai plutôt bien aimé son booking. Je l'ai trouvé un peu mieux je l'ai trouvé un peu moins. Je l'ai trouvé un peu plus mise en avant que d'habitude et qu'elle avait mis le rythme qu'il fallait. Et puis après, pas de surprise sur le résultat, mais globalement sur la deuxième partie du match, j'ai davantage apprécié, et le public aussi d'ailleurs, qui était plutôt sympa, le public dans ce pay-per-view. Et du coup, voilà, c'était pas extraordinaire, hein, mais ils ont quand même un peu utilisé la stipulation, et je trouvais que ça faisait le job. Voilà. D'accord. Ambrosia ? Non, moi, bon an mal an, j'ai apprécié ce match. J'ai trouvé plutôt pas mal pour une première fois pour les filles. Et puis bon,
comme disait Dream, avec deux lutteuses qui sont quand même green, on pouvait pas non plus attendre des choses extraordinaires. Moi, je sais que je me suis pas ennuyée, donc je trouve ça sympa. Donc le début du match, Bayley contre Sonya Deville, j'ai trouvé assez brutal et donc pas très rapide, mais en même temps c'est assez logique vu que Sonya Deville vient de l'UFC, il me semble, quoi. Donc voilà. Et non, j'ai trouvé que les deux lutteuses ont des qualités donc athlétiques, et bien que il y ait quand même une supériorité du côté de Bayley, vu qu'elle a plus d'années derrière elle et beaucoup plus d'expérience. Et je trouve que Bayley nous a montré qu'elle est clairement sous-utilisée, parce que durant tout le match, elle a montré de belles choses, une résistance. Donc je trouve vraiment dommage ce qu'ils font avec elle. En fait, ce qui était bien, si je puis me permettre, c'est qu'on avait enfin un booking de Bayley qui crédible. Qui envoie, quoi. Enfin, c'est-à-dire qui se laisse pas faire, qui est une battante, quoi, qui reste gentille, mais faut pas la prendre pour une sainte nitouche non plus, quoi. Voilà. Enfin, mais la Bayley qu'on avait à Instay. Après, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire rentrer Mandy Rose en premier, vu qu'elle est bien trop green, et donc se retrouver seule en une contre une, ça aurait pas été extraordinaire, et qu'il valait mieux qu'elle soit avec sa coéquipière. Mais tout de même, on peut quand même noter qu'elle rentrera dans l'histoire de la WWE comme la première éliminée du premier Royal Rumble et de l'Elimination Chamber féminine. Donc, applaudissements pour Mandy Rose. Bravo. Et donc voilà, après, concernant... comment elle s'appelle, Mickie James, j'ai beaucoup aimé sa nouvelle tenue là d'Amazon. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux que le pas de Dev, qui est pas du tout d'époque et d'actualité. Donc je trouvais que l'entrée de Mickie James a été fulgurante et terriblement efficace. Et par contre, se faire éliminer aussi rapidement et d'une façon aussi bête, j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que Mickie, elle avait vraiment de beaux super kicks, elle a des mouvements qui sont très fluides, elle était vraiment, tu sentais qu'elle était sûre d'elle et qu'elle aurait vraiment pu apporter quelque chose de plus au match, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et concernant après, donc toute l'histoire qui tournait autour de Bayley et Sacha, pour moi ça m'a pas plus interpellé que ça, parce que on s'en doutait, c'est du réchauffé, du téléphoné. On savait très bien que Sacha allait trahir Bayley à un moment ou un autre, donc ce n'est pas du tout surprenant. La fin de match avec Bliss, Bayley et Sacha dans le ring, on savait très bien que ça allait être ça aussi, donc c'est pas c'est pas le pay-per-view des surprises, mais je vois, ah oui, c'est clair là, donc je trouve ça un peu dommage. Par contre, j'ai bien aimé dans la continuité, je dirais, du personnage à Bliss, donc qu'elle prenne la fuite dès le départ, dès qu'elle rentre dans le ring. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Les autres qui la suivent, qui montent et tout, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Aussi, le fait que quand elle arrive à reprendre un petit peu le dessus, Bliss qui s'acharne sur Bayley, je suis désolée, c'est une Bliss comme on aime, quoi. Donc c'est ça correspond tout à fait à son personnage. Et donc voilà, quoi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
voilà, la fin de match était trop prévisible pour moi. C'est ce qui m'a gâché un peu ce match final. J'ai trouvé, voilà, il y a eu de belles choses, elles ont fait des efforts, elles ont fait ce qu'elles ont pu, et je trouvais que pour une première fois, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai dit bravo les filles, continuez comme ça. Mais c'est sûr que quand on se dit qu'on aurait pu avoir Nia Jax et Paige plutôt que Mandy Rose et Sonia Deville, voilà. Oui, tout à fait. Mais bon. Mais Paige, là, voilà. Oui. Paige, oui, voilà. Paige, là, ouais. Paige, ou Emma, hein. Emma, ouais, oui, mais bon. Tout à fait. Et donc, ça se termine avec Alexa Bliss qui conserve son titre. Parce que à ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas regardé, je suis désolée. C'est alors qu'elle peut être battue, finalement, Sacha préfère se retourner contre Bayley plutôt que de terminer Bliss, fait une erreur. Oui. Et j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que mine de rien, à force d'avoir des matchs à 3 contre 3, où on a l'impression que ça ne va nulle part dans la section féminine, finalement on a malgré tout une évolution et une histoire qui se poursuit, qui se construit petit à petit entre Bayley et Sasha Banks, donc peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant. Ils vont par petites touches. Voilà. Donc, en espérant un elite turn de Sasha. Oui. Ouais, mais après le souci de ce genre de rivalité progressive, c'est qu'on risque de se lasser avant. Pour qu'il y ait une vraie trahison, il va falloir un méchant beatdown, quoi. C'est-à-dire, il va pas falloir parce que là, il y a déjà des étincelles, donc si t'as la petite flamme, ça suffira pas, mais il faut vraiment enfin, c'est pas juste un petit coup dans le dos ou un coup en traître qui va vraiment mettre les choses au clair. Il va falloir quelque chose entre guillemets d'un peu violent, quoi, mais genre un passage au tabac musclé, pourquoi pas, avec des armes ou pas, mais bon. Et puis à voir aussi en termes de là il continue dans cette optique là dans les shows aussi. Quand est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ce sera pour WrestleMania? Est-ce que ce sera après? C'est la question qu'on va se poser, parce que là, encore une fois, c'est la carte de WrestleMania va être assez bouchée, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse. Enfin, il y a des gens qui pensent ça, mais moi, je suis pas sûr qu'on puisse avoir un Sacha Bayley à WrestleMania, quoi. Enfin. Oui, effectivement, enfin, il faudra bien mettre le titre de SmackDown, le titre de Raw. Donc, effectivement, ouais. Franchement, c'est dommage, parce que Sacha Bayley à WrestleMania, mais ça serait super, sachant que ce qu'elles peuvent donner toutes les deux in-ring. Punaise, mais ça serait grandiose. Surtout qu'elles ont une super alchimie, quoi. Oh oui. C'est pour ça que je trouve ça un peu stupide de nous priver de super matchs pour mettre des trucs un peu à côté, un peu débile, comme souvent à WrestleMania. Comme style l'année dernière, le couple Cena vs le couple The Miz, quoi. Ouais, mais heureusement, oui, on a vu heureusement que le Miz avait fait des vidéos avant, voilà. Mais sinon, si tu prends que ce qui s'est passé à WrestleMania, dans le ring, voilà, tu pleures, quoi. Tu dis non, je veux voir ça. C'était émouvant, la demande en mariage. Attends, oui, t'as eu ta petite larme. C'était mignon, arrête. T'inquiète pas, on va voir un autre couple à WrestleMania cette année. Et bon, et qui?
Bah, on y viendra après, mais disons qu'on aura le. Stéphanie et. Voilà. Notre référence et notre modèle à toutes. On va passer aux notes, hein, mes chers amis, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on déroge à la règle. Juste à noter un petit segment après match d'Alexa Bliss qui a un peu worké la foule en sortant un côté un face très sentait un face turn en ayant une réaction très entre guillemets très candide quoi, très mignon. Je trouve ça mignon. Genre oh mon dieu j'ai gagné l'Elimination Chamber quoi, et puis à la fin en disant que c'était elle, voilà, je suis au-dessus de tout le monde et fermez-la et ça fait du bien parce que quelque part avec un segment comme ça justement on parlait de révolution féminine et un des défauts de dire on crée l'histoire et tout ça, c'était le manque d'envie pour le titre, pour la victoire. On montrait pas assez ça chez les femmes du roster, on montrait plus c'est génial, on se tient tous la main et on marque l'histoire et Stéphanie devant, alors que là il y a un côté genre en faisant ça avec cette interview Bliss, elle était en mode je fais semblant de dire je suis trop content d'avoir que ça compte pour les femmes de faire ce genre d'avancée et puis à la fin non, elle dit non, moi ce que je voulais c'était gagner, ce qui m'importe c'est moi, j'en ai rien à foutre de révolution, enfin de marquer pas de marquer l'histoire mais de participer à la révolution féminine ou pas, c'est juste moi au-dessus et c'est ce qui compte pour moi quoi. Donc c'était sympa d'avoir de la compétitivité dans cette division féminine et le rôle qu'elle a actuellement déjà même avant le match d'essayer de se trouver des alliés, elle sent son règne dur et donc quelque part plus il dure plus il est susceptible d'être fragilisé, surtout avec Asuka qui gagne le Rumble et tout ça, donc c'est intéressant de voir aussi Alexa Bliss ces derniers temps dans ses mind games un petit peu pour parvenir à rester sur son trône quoi. Ouais, voilà. Alexa, moi j'étais pas loin de penser que le règne d'Alexa avait suffisamment duré, mais avec le type de travail qu'elle fait, notamment ce segment dont tu viens de parler, elle mérite vraiment d'avoir un match à WrestleMania. On verra après. On a été. Et donc, ta note, Dream, pour ce match ? Je vais mettre 13. 13. Ambrosia, tu mets combien ? 14. Un petit 14. Et KXL avait mis 13 également. Alors, c'est là que la machine me laisse tomber. Divisé par 3, ce qui nous fait 13,3. 13 quoi. Pour ce match. Et nous poursuivons ce pay-per-view mythique par le titre pour le titre par équipe, le match opposant The Bar, champion, contre Titus Worldwide, qu'on aime bien, mais moi qui n'ai pas regardé les weekly, je me dis, mais que fait Titus Worldwide là-dedans ? Comment est-ce que d'un coup... C'est grâce à Dana Brooke, c'est elle qui... Ah, c'est parce qu'elle leur fait les statistiques ? Voilà, c'est l'apport des statistiques leur a permis de mériter. Ça, au moins, c'est sympa. En tout cas, tout va bien puisque Cesaro et Sheamus conservent le titre, donc tout va bien. Voilà. C'est clair. Ambrosia ?
Moi, j'avais pas grand chose à dire sur ce match-là. Je dirais qu'il y avait de belles choses techniques et physiques des deux côtés. Mais malgré tout, je ne suis pas rentrée dans ce match. Je pense que c'est dû à la présence de Apollo et Titus auquel je n'accroche pas. Donc, parce que pour moi, ils ont, enfin, surtout Apollo, ouais, avec un charisme de poisson rouge. Donc, Respecte un même petit peu les poissons. Et voilà, non, il est très fort. Il est fort, hein, il est technique et tout ça, in ring, mais alors, je sais pas, t'as l'impression, non, t'as juste l'impression de regarder des gymnastes et puis c'est tout, quoi. Y a rien, ça vit pas. Un petit peu comme Will Ospreay, je dirais. Non. Willou, non. Willou, t'as un niveau mimique, il est bon. Je plaisante. Mais c'est vrai que c'était tentant, je te comprends, Dream. Et donc après, je me suis aussi inquiétée pendant tout le long du match pour Sheamus, parce qu'en début de match, à un moment donné, quand il est... je crois qu'il reçoit un coup, et puis tu le vois après derrière les cordes, il a mal au cou. Mais tu sais, il se tient le cou et puis il grimace réellement. Mais ça avait l'air vrai, pas comme si c'était pour faire semblant, tu vois. Et tout le long du match, je me suis mis à calculer les coups là qu'il allait prendre par rapport à son coup, ceci, cela. Et à d'autres moments du match, je le voyais, il avait mal et tout. À un moment donné, j'avais vraiment l'impression qu'il était pas bien, mais qu'il a continué quand même et tout. Et moi, ça m'inquiète parce que si vraiment c'est vrai et que, enfin, si vraiment il a eu mal durant ce match et que c'était pas de la comédie, et ben je trouve qu'il en fait trop par rapport à son problème de santé et que s'il s'économise pas, ben, il ira pas bien loin, quoi. Et donc moi ça me rend un peu triste pour lui, c'est tout, quoi. Voilà, moi j'étais surtout en mode inquiète. Donc ce qui fait que je suis pas rentrée trop dans ce match, malgré qu'il fût technique. Dream, ton avis? Alors c'était c'était un petit peu comme un temps. Le truc, c'est que déjà le bac qui est blessé, c'est qu'on s'en foutait un petit peu du match. C'est pas. C'est-à-dire que in-ring, ça pouvait donner quelques bonnes choses, mais pas non plus. Pas non plus le dream match. Avec Dino et Seth contre The Bar. Ouais, ça, après, j'aurais pas forcément dit ça, mais citer cet exemple-là, mais bon, Apollo et Titus, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas Chris Benoit et Chris Jericho, quoi. C'est en termes de télé. Mais bon, on peut quand même avoir droit à un match sympathique. Mais c'était assez quelconque, même si j'aime toujours autant The Bar quand même, je tiens à le dire. D'ailleurs, il y avait une interview de Cesaro dans Sport Illustrated où il disait que avant il était vraiment frustré, enfin il sentait pas son rôle et que le fait de faire équipe avec Sheamus, ça l'a redonné envie et ça l'a remotivé et tout ça, et on sent qu'ils sont heureux tous les deux. Ça je l'avais déjà dit. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est de la même manière que les Usos, c'est parce que quand je repensais aux dernières années sur le tag team, quand on avait notamment les clans et tout ça, ce que j'aime bien avec The Bar, c'est que voilà, ils sont heal, mais ils sont en mode mais voilà, ils restent dangereux parce qu'en fait eux ils sont pas, enfin voilà, ils ont ce côté, peu importe la manière, peu importe, on va se démerder, si le moindre moyen qui peut nous permettre de faire un pas de plus vers la victoire, on le prendra. Et
mais ils ont personne pour leur secourir derrière, quoi. C'est-à-dire qu'ils font ça tous les deux et ils sont soudés à deux et ils sont ils sont pas non plus lâches. Et ils ont ce côté, voilà, je me fight. La fin justifie les moyens et du coup on y va à fond et ça me plaît. Après bon, le match, je vous avouerai que j'ai plutôt oublié. Et c'était pas grosso modo en fait limite je pense limite c'est un match que tu apprécierais peut-être plus si tu connaissais aucun des deux équipes, parce que au final les trucs genre avec Apollo Crews, c'est Apollo Crews, son manque de charisme, ce qui est dommageable en plus, c'est que quand tu le connais, tu sais ce qu'il est capable de faire, donc tu veux même pas être surpris par ce qu'il fait. Et comme en plus derrière il y a pas non plus l'acting, il y a le charisme défaillant et tout ça, bah ouais, c'est cool, il est athlétique, mais bon voilà quoi, il y en a d'autres. Non mais voilà, t'es athlétique, mais il y en a d'autres qui sont athlétiques, donc ça suffit pas, quoi. Donc, ça c'est sûr. Moi j'aime bien évidemment j'ai une certaine affection pour Titus Worldwide avec Dana Brooke, je trouve ça sympathique, voilà. Oui. Bon, de là les mettre dans un match enfin 2 contre 2, je dis pas, mais pour avoir leur place, je trouve, dans une division tag team, ils ont leur place, peut-être pas dans la title picture, mais voilà, si tu veux faire un match à plusieurs, par exemple, tu peux les mettre, ça peut être sympa, ça peut avoir quelques segments et un peu d'athlétisme, un peu je sais pas, j'allais dire d'athlétisme, mais bon, ouais, un peu d'athlétisme, quoi, et dans un match, ça peut être sympa, mais de là, aller voir 2 contre 2, on voit que c'est un peu limité et que c'est pas très très intéressant pour autant. Voilà. Leur segment YouTube là, avec les conférences de presse au début de l'aventure Titus Worldwide était absolument désopilant. Hein. Enfin, c'est souvent le cas, hein, dès que les gens font comme ils veulent, immédiatement, dès qu'ils sont moins scriptés, ils sont meilleurs. C'est fou. Magique. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un match qui nous amène à un constat un peu tristoun sur la division tag team de Raw, hein, parce que quand tu te retrouves avec Titus Worldwide qui a jamais été vraiment booké pour ça, et comme tu dis, c'est une chouette équipe de milieu bas de tableau, mais enfin de là être dans la course au titre, voilà, et là tu les retrouves dans la course au titre, et il y a lieu de se demander si par hasard, à force de se concentrer sur les matchs The Bar contre Ambrose et Rollins en boucle, ben voilà, ça s'est fait au détriment de tout le monde, et maintenant qu'il n'y a plus Ambrose et Rollins, ben tu te retrouves à ronger ton frein en se demandant ce qui fiche avec les revivals. Mais bon. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est qu'après, ils n'auraient pas eu de chance parce qu'il y a eu blessure. Oui. De Dean Ambrose, Jason Jordan qui voilà. Alors lui, il me manque pas. Ouais, mais ça pose question quand même sur le fait, est-ce que Rollins porterait pas la poisse? Oh Serpent. Hein. Non, mais quelle bonne équipe avec Reigns alors. Non, mais et puis les Hardy Boys aussi qui sont. Oui. Enfin, Jeff qui s'est blessé, et du coup Matt qui est parti en solo, donc il y a eu un petit peu une désertion et on en voit effectivement malheureusement le résultat. Le résultat accouplé à un booking moyennasse pour des équipes comme The Club ou The Revival, et ça nous donne ce match un petit peu quelconque en pleine road to WrestleMania. Ouais, puis surtout que finalement, quand tu fais The Bar, The Revival et The Club, t'as trois équipes heel, quoi. Et voilà, et du coup, t'es un peu bloqué. Donc voilà. On verra par la suite. On passe aux notes. Ambrosia. Moi je mets un 13 parce qu'il y a The Bar dedans et quand même tu peux pas descendre quand même jusqu'à 12, c'est pas faisable pour The Bar. Donc je mets 13. Notons avec le cœur. Voilà. Dream.
Moi, je vais être sévère. Vas-y. Je vais mettre 9. Comment oses-tu? Ce n'est pas possible. Et avec Et après- le 10 de KXL, cela nous fait une moyenne de 10,66666. 10,5. Bah non, attends. C'est ça? Est-ce que je sais compter? Alors, attends. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. Et donc, allez. Retournons à la révolution féminine, avec quand même 2 matchs de femmes dans un pay-per-view. Je suis pas sûre qu'il y a quelques années, on avait ça quand même. Avec le match opposant Asuka et Nia Jax, avec la stipulation selon laquelle si Nia Jax remporte le match, elle serait ajoutée au combat féminin de Raw à WrestleMania. Dream, qu'as-tu pensé de ce match? Alors, je n'en attendais rien du tout, à vrai dire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux. Enfin, je sais qu'on va pas être d'accord avec Ambrosia parce qu'elle n'a pas trop aimé ce match, mais moi j'ai plutôt bien aimé les enchaînements entre les deux catcheuses. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de Nia Jax depuis son arrivée dans la WWE, quoi. Et il y a celui-là et ceux contre Sasha Banks. Après, on peut se poser la question du booking d'Asuka avec ce côté, c'est que voilà, sur ce match, en gros, Asuka, elle se fait quand même bien dominer et disons que si elle gagne le match, limite Nia Jax est davantage mis en avant, quoi. C'est-à-dire qu'Asuka se contente de garder son invincibilité et d'éloigner Nia Jax de la title picture, mais sinon sinon c'est que ça après c'est un peu qu'est-ce que je voulais dire, merde, excusez-moi. Ouais, bon, c'est logique. Pareil, un match très, très visible, malheureusement. Même s'il m'a un peu surpris de par la qualité que j'ai trouvée. Mais bon, ça me procure un peu plus d'espoir pour WrestleMania, à vrai dire, où l'idée d'un Asuka Bliss me semblait un petit peu décevant. Voilà. Mais c'est ce qu'on risque d'avoir, Asuka Bliss. Oui, mais justement, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, avec ce match qui m'a un peu surpris, je me suis dit, il y a quand même moyen de faire. Enfin, je me disais, peut-être que ça pourrait faire un bon match, Asuka Bliss, voilà. Bon. À moins qu'ils veulent faire une victoire facile d'Asuka, mais je suis pas convaincu qu'ils fassent ça. Ou alors que finalement, ils nous fassent l'Asuka contre Charlotte. Charlotte, ça, je préférerais largement ça quand même. Mais ça serait pour les ceintures, du coup, il y aurait un problème. Bah, dans ce cas-là, il faudrait faire Charlotte. Bah, disons oui. Mais dans ce cas-là, pour Bliss, il faudra mettre justement Nia Jax. Oui, parce que ça aussi, c'est un match dont on parle depuis un moment. Après, ça poserait des problèmes en termes de booking, parce que je vois pas comment ils amèneraient ça, quoi. Parce que mais y a là, si Asuka va chercher Charlotte à SmackDown, en gros, ça veut dire qu'elle se défile, quoi. Ça la fout un peu mal, quoi. Donc, oui, mais il n'y a pas une histoire que Asuka doit donner. Elle a jamais dit qui elle choisissait comme adversaire. Ça, ouais. Elle a pour l'instant, on attend la décision d'Asuka, non? Oui, on attend. Effectivement, mais dans les échanges qu'elle a, les échanges qu'elle a
font partie de Raw, Oui. se limitent à Raw pour l'instant, et pas mal autour de. Enfin, par exemple, Bliss parle pas mal d'Asuka, quoi. Et il y a aussi des segments entre les deux, donc ce serait très étonnant. Alors moi, Charlotte Asuka, je signe tout de suite, hein, mais ce serait bizarre par rapport à la construction qu'ils font. Oui, pas logique. Oui, c'est pas logique, mais avec la WWE, qu'est-ce qui est logique? Donc du coup, qu'ils nous mettent un bon match, et puis voilà, quoi. Mais de toute façon, à WrestleMania, on se retrouve les trois quarts du temps avec plus des trois quarts des matchs qui sont passables, et avec des fois avec de la chance, 2 matchs qui sont bons, quoi. Donc c'est quand même ultra décevant, et alors que normalement on devrait avoir que des bons matchs pour WrestleMania, quoi. Logiquement. WrestleMania, c'est pas tellement un show pour les amoureux de catch. C'est surtout voilà, l'occasion de faire un gros tralala, de montrer que voilà, on a des sous, qu'on peut faire des gros shows et qu'on fait revenir les anciens, des gens célèbres. Voilà, c'est plus ça. C'est un peu comme les gens qui regardent le Super Bowl pour les pubs et le concert à la mi-temps, quoi. Oui. Les gens qui regardent la WWE qu'une fois par an, qui ont envie de revoir les légendes qu'ils connaissaient d'il y a longtemps, qui une ambiance particulière. Et voilà, WrestleMania, c'est pas un show. C'est pas Wrestle Kingdom. Non, mais c'est un autre état d'esprit, hein, ça c'est sûr. Hein. Ceci étant dit, moi je suis très curieuse de Asuka contre Alexa Bliss. Je préfère Bliss Asuka que Bliss Nia Jax, a priori, mais bon. Ouais, ça je pense c'est clair. Même si les deux sont très copines, je suis pas sûr que ça sur le ring. Elles sont pas très expérimentées ni l'une ni l'autre, quoi. C'est encore. Moi j'aurais quand même préféré un Asuka avec Charlotte, parce que là ça va envoyer du jour, quoi. Oui, mais bon, c'est pas parce qu'on l'a pas. Si on l'a pas tout de suite, on l'aura un jour ou l'autre. Moi, je veux bien que j'essaie de ricocher aussi. Mais bon. Attends, si on a AJ Styles, Nakamura, ma foi. Attendez, c'est pas mal déjà. On va passer à l'enthousiasme délirant d'Ambrosia sur ce match. Non, c'est pas délirant, mais c'est juste que voilà. Moi, donc le match de Matt Hardy vs Bray Wyatt, moi j'ai bien aimé ce match. Peut-être parce que comme j'adore Attends, on n'a pas donné les notes pour Jax. On n'a pas noté. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. T'as parlé de Jax Asuka, toi? Non, je crois pas. Non, même pas, tu vois. Tu vois, t'as tellement pas envie d'en parler. Écoute, finalement, c'est pas plus mal. Je suis. Si t'as rien à en dire, c'est pas plus mal. Ouais, j'ai rien à en dire parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé. Donc, voilà. Donc, on donne les notes et puis on enchaîne sur le Matt Hardy. Tu diras ce que t'en penses. Alors, Dream, sur ce match féminin remporté par Asuka. Pour résumer mon avis, je dirais bonne alchimie à mes yeux, des combinaisons intéressantes, mais ça manquait de. Mais j'aurais préféré voir un match avec une construction de rivalité derrière et un final du coup un peu fatalement moins prévisible. Du coup, je vais mettre 13. C'est pas mal déjà. Ambrosia, tu le notes quand même? Oui, je note parce que j'ai quand même mis une note, et moi, tellement c'était ennuyeux. J'ai mis 8. D'accord. Ce qui, ajouté au 11 de KXL, nous donne un nouveau 10,66666. Même note que le match précédent, The Bar Titus Worldwide. Allez, Ambrosia,
parle-nous de Matt Hardy. Alors, Matt Hardy vs Bray Wyatt. Mais moi, j'ai bien aimé, contrairement à beaucoup de personnes, à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je pense aussi que comme j'adore le personnage de Matt Hardy et que malgré que la rivalité avec Bray Wyatt manque de fantaisie, malgré tout, j'aime cette rivalité. Je trouve que Wyatt est un bon choix d'adversaire compte tenu de son personnage. Et je sais, à l'heure actuelle, c'est pas la rivalité, elle est pas folichonne, ceci, cela. En même temps, c'est la WWE et je doute que Matt Hardy et Bray Wyatt aient carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Mais malgré tout, j'attends beaucoup du retour de Jeff parce que comme la WWE a toujours été quand même du côté de Jeff, là. Donc du coup je pense que quand il va revenir, ils attendent, qu'ils attendent le retour de Jeff pour faire réellement quelque chose. Et ce serait bien que dans l'intervalle ils fassent autre chose que des promos où ils ricanent chacun de leur côté, non? Oui, mais peut-être oui, d'accord. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, ça serait peut-être trop bien par rapport à Jeff. Du coup, peut-être que la WWE n'ont pas envie de griller Jeff après. Bah, ça grillerait pas Jeff. Ben oui, mais eux, je pense qu'ils doivent le voir comme ça parce qu'ils ont leur chouchou. Il faut que ce soit toujours mis en avant leur chouchou à eux, et puis les autres, ils sont là pour faire le sale boulot. Donc, c'est surtout que c'est pas eux qui ont créé le Broken Universe et que qu'ils en comprennent rien, je suis sûre. Et puis qu'ils cherchent pas à en faire quelque chose d'intéressant. Et que de l'autre côté, Bray Wyatt, il avait un personnage intéressant à la base. Oui, mais ils l'ont étouffé aussi. Il va nulle part. Il se passe jamais rien. Il réussit jamais rien. Il n'accomplit jamais rien. Et voilà. Et le cercle se poursuit sans fin, quoi. Et bon, on s'attendait un petit peu à être déçus par. Pas moi, mais moi j'y crois encore. Honnêtement, moi j'y crois encore. Ouais, mais attends, Jeff, il revient quand? Parce qu'on va pas rester comme ça pendant des mois non plus, hein. Après, je pense après WrestleMania, il y en a qui disent qu'ils aiment. Enfin, j'ai lu des rumeurs comme quoi la WWE espérerait le faire revenir pour WrestleMania. Donc, ça serait pas mal. Mais que ce soit maintenant ou plus tard. Ça m'est complètement égal. Si la rivalité elle arrive à monter d'un cran et à faire ce qu'ils savent faire comme ils ont fait à la TNA, mais je signe de suite. Je veux bien attendre 3, 4, 5, 6 mois s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais tu crois pas en regardant Bray Wyatt, tu veux dire Ouais, parce que... Mais du coup, avec eux ou contre eux Contre eux. Mais en même temps... en donnant carte blanche aussi à Bray Wyatt pour son personnage. Parce que je pense que Bray Wyatt, à la base, lui, il a des idées aussi, mais qui ont été très certainement, on lui a dit très certainement non pour pas mal de choses. Donc du coup, je pense que si on donnait carte blanche aux deux, ça donnerait quelque chose de phénoménal, je pense. Oui, mais personne n'a carte blanche à la WWE, ça n'existe pas. Puis moi, je suis pas... Je suis pas certain qu'il soit beaucoup restreint et que ce soit la cause de. C'est plus par rapport à. Enfin, moi, si je peux te donner du coup mon avis sur le match. Non. Non, j'ai pas fini. Mais... Ah, t'as pas fini. Okay. Oula. Parce que là, on était dans les projections. Ouais, donc voilà, moi je disais que voilà, j'attends beaucoup du retour de Jeff et que pour que la rivalité puisse évoluer à un stade au-dessus. Et pourquoi pas aussi imaginer avec le retour de Jeff que Bray Wyatt puisse enrôler quelqu'un avec lui et qu'il y ait une rivalité à 4 contre 4. Pourquoi pas. Après, pour revenir au match en lui-même,
J'ai bien aimé le début du match où Matt prend Bray à son propre jeu parce que justement les ricanements au début du match, il est même pas dans le ring et tout. Tu te demandes mais il est où, il va même pas y avoir de match. Moi c'est la question que je me suis posée, c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça. Puis il arrive, il sort de nulle part, puis paf, il assomme et tout, puis le match commence. Juste pour juste une petite parenthèse, quand on entend Matt chanter, on comprend pourquoi c'est Jeff qui s'est lancé dans la musique. Hein, parce que, oh là là. Ah là, il nous a fait un carnage. Bon, après, j'ai bien... donc le match, c'était un match classique, je dirais, entre les deux. Mais Matt est toujours bon dans son acting, il connaît son personnage, quoi. Et en plus, il fait participer le public, donc je trouve que c'est vraiment un plus, je trouve, pour un catcheur. C'était un match, je l'ai trouvé assez brutal mais énergique malgré tout, et moi ça m'a diverti, et même si c'était pas super technique, ceci, cela, qu'on peut avoir mieux dans le ring, moi ça m'a diverti, et c'est tout ce que je demande à la WWE, que les matchs soient divertissants. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Juste avant de te donner la parole, Dream, je pointerai seulement que une rivalité qui engendre des chants du public qui réclament des beach balls parce qu'ils s'ennuient, je crois qu'il faut effectivement que ça bouge très très vite si tu veux qu'elle donne quelque chose, parce que pour l'instant c'est extrêmement compromis. Voilà. C'est quoi beach ball là, je sais pas quoi. C'est les ballons de plage. Ah, parce qu'ils ont créé ça pendant le match à Matt et Ben oui, parce que à force de faire des promos qui ne vont nulle part et qui sont sans intérêt, ben, le public est totalement désinvesti de cette rivalité, et donc j'espère qu'ils attendront pas le retour de Jeff, parce que soit ils font quelque chose, soit ils laissent tomber tout de suite, quoi. Ben, le public suivra pas si ça bouge pas très vite. Dream. Ils ont chanté Rusev Day aussi. Oui, Rusev Day. Oui, mais ça, Rusev Day, c'est devenu le nouveau chant de protestation. Avant, ils chantaient CM Punk, maintenant ils chantent Rusev Day. Et c'est bien mieux. Ouais, après, je sais pas si c'est pas... j'attends d'avoir les rumeurs comme quoi Rusev n'est pas poussé, parce que le fait que le public chante Rusev Day agace prodigieusement les officiels de la WWE. Bah, d'ailleurs, il paraît que les ventes, Rusev a été détrôné des ventes de t-shirts par Elias. Ah oui, oui, mais pas des ventes de calendrier. Faut avouer qu'il était super, mais enfin bon. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais, moi depuis NXT. Oui, je le dis depuis NXT que ce gars. Mais ça se voyait moins à NXT. Mais ça avait raison. Bah, on en parlera tout à l'heure. Allez, Dream, ce matardi contre Bray Wyatt. Alors moi, je me suis emmerdé au possible. J'ai trouvé ça inintéressant. Bon, le petit truc marrant au début, éventuellement, mais j'ai trouvé comme la rivalité en fait, le problème que j'ai avec cette rivalité, c'est que c'est pas Matt Hardy qui sort Bray Wyatt du marasme, c'est Bray Wyatt qui entraîne Matt Hardy dans le... Enfin, en fait, j'ai l'impression que comme il y a aucune... comme tu disais, voilà, ça va nulle part. En fait, il y a aucune substance, en fait. C'est-à-dire que il y a rien de nouveau, il y a rien de... Ils amènent rien dans la rivalité, c'est juste une confrontation de leur univers qui, en plus... qui plus est, n'a jamais été clairement établi pour Matt à la WWE, bien à la WWE, et qui pour Bray Wyatt, ça fait un moment que voilà, il est sous
ça fait un moment que il a été bouleversé parce qu'à la base c'était la Wyatt Family, et puis les histoires qu'on connaît tous avec Orton, tout ça, puis bref, tout ça pour dire que en plus sur un ring, Matt Hardy, Ouais. je l'aime bien, hein. J'aime bien Matt Hardy, mais bon, il est un peu il est cassé de partout. Oui. Et Bray Wyatt, c'est pas non plus un foudre de guerre, donc de ce point de vue-là, j'ai pas trouvé mon compte, et d'un point de vue psychologie, j'ai trouvé ça très très basique en fait. C'est en fait, j'ai trouvé que ça pouvait avoir lieu à Raw, quoi, et même à Raw, j'aurais pas trouvé ça exceptionnel, quoi. Donc pour moi, c'est un peu puis surtout, on a quand même cette impression-là, je trouve que. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce match-là, il comble un vide, en fait. C'est la WWE. Finalement, j'ai l'impression que la WWE en a rien à foutre. Les 3 matchs qu'il y a eu, je dirais, entre les Elimination Chamber matchs, t'as l'impression que c'est pour combler les vides. Oui, mais Asuka, il y a le projet d'Ariel, il y a Jax aussi, le bar, il y a la ceinture de ça, alors que Matt Hardy et Bray Wyatt, on a l'impression que c'est il y a quelques choses du public, on leur laisse un peu faire leur truc, quoi, en faisant en sorte qu'ils n'aillent pas non plus trop loin, et puis voilà, ça prend la place dans la carte, et puis mais il y a aucune idée à long terme. T'as l'impression qu'ils s'en foutent, quoi, qu'ils sont indifférents à tout ça. Et du coup, quasiment tout le monde l'est, je pense. Donc voilà. Moi, je vois pas vraiment comment les choses vont s'arranger. Parce que déjà, il faudra confirmer qu'avec le retour de Jeff, il se lance dans le Broken Anniversary. Ouais. C'est pas défini non plus, hein, parce que Jeff, il est quand même très populaire, et une partie de WWE l'a toujours mis en avant, et plutôt en tout cas, et du coup je pense qu'ils vont peut-être le garder en aval, mais bon, on verra bien. On verra. C'est vrai qu'avant sa blessure, on semblait plus parti sur un push individuel de Jeff qu'autre chose, hein. Oui, voilà. Moi, je m'en fous, les deux me vont, hein, mais bon. Ouais, qu'ils reviennent. Voilà. Oui. Vos notes, s'il vous plaît, Ambrosia. 13. Dream. 10. Et ce qui, avec le 9 de KXL, nous donne à nouveau un 10,66. Vous croyez pas que des trucs avec Bray Wyatt et des notes qui font 6, là, c'est pas un peu... Voilà, question. En tout cas, voilà, une belle constance dans les moyennes de vos notes. Et nous arrivons enfin au moment phare de ce pay-per-view. La signature du contrat de Ronda Rousey, accompagnée par nos héros que sont Triple H et Stephanie McMahon. Qui veut parler de ce segment qui n'était donc pas un match, mais qui avait été rajouté en raison, paraît-il, des mauvaises ventes de billets pour le show. Donc ils ont ajouté cette signature de contrat, et l'annonce de la signature du contrat n'a pas du tout fait décoller les ventes des billets pour le show. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Après, qui va payer un billet de pay-per-view pour voir une signature de contrat? Ça reste, voilà. La question se pose, apparemment pas grand monde.
Qui veut parler de cette signature historique? Encore une? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Moi, Ronda Rousey, je sais qu'elle a travaillé à l'UFC, qu'elle était championne, ceci, cela, que c'est une grande championne, mais c'est pas quelqu'un que je connais outre mesure, puisque je ne suis pas de l'UFC, donc du coup, je ne la connais pas. Et ma foi, moi j'ai bien apprécié ce petit segment parce que je trouve que son acting était bon niveau expression du visage. Quand elle fait parce qu'en fait elle arrive pour signer, donc il y a Triple H et Stéphanie qui lui passe de la pommade dessus, Elle fait son petit speech très émouvant, comme quoi elle est heureuse d'être à la WWE et qu'elle demande pas plus que les autres, Et jusqu'à ce que Monsieur Kurt Angle lui dise qu'en gros Triple H et Stéphanie la veulent depuis 3 ans uniquement pour pouvoir se servir d'elle et se venger patin couffin. Donc du coup madame a pété un plomb. Elle s'est avancée avec un regard, mais alors ce regard qu'elle a fait à Stéphanie qui a reculé dans les cordes et Triple H qui est arrivé pour sauver sa femme, normal. Et donc qui a fait reculer Ronda, tout ça, et je l'ai trouvé vraiment très bien, plus le fait que elle te chope Triple H, lui paf, elle lui fout sur la table, mais comme si ne rien n'était. J'ai adoré parce que Triple H, c'est pas n'importe qui, quoi, quand même, quoi. Donc, il se fait poudrer par une bonne femme, quoi. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et le peu que j'ai vu, ça m'a donné envie de voir ce qu'elle va donner par la suite. Malgré que, vu qu'elle vient de l'UFC, je n'attends pas grand-chose in-ring parce que ça va être très certainement un in-ring au sol. Et c'est pas ce que j'aime voir, mais je la trouve sympathique. Non, moi, il y a quelque chose que j'aime bien chez cette petite et j'ai vraiment apprécié le segment et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Dream, quelle est ton opinion? Alors, moi j'ai pensé que déjà, il faut dire que j'aime bien les segments de signature de contrat. C'est con, hein, mais c'est quelque chose. Je trouve ça dans un weekly, c'est très sympa. Dans un pay-per-view, tu fais pas déplacer les fonds pour ça. C'est ça que j'ai dit. Ah oui, ça, il y a pas de. Je voulais dire. Je suis d'accord. Voilà. Même quelqu'un que j'adorais voir, si on me disait qu'il y avait une signature de contrat, c'est pas forcément vendeur en soi, mais à regarder, je me dis que ça. Généralement, j'aime bien que ce soit signature de contrat pour un match, pour un contrat de WWE. Et ce segment-là, il était pas trop long, mine de rien. Parfois, ce genre de segment, ça traîne en longueur et surtout avec Triple H. Oui. On connaît les gens qui sont capables de faire des segments de 20 minutes ou pour dire la même chose, mais bon. Là, t'as comme disait Ambrosia, la Ronda Rousey, qui en plus c'est très. Il y a ce côté à la fois acting et à la fois tu sens qu'elle est contente d'être là. Elle était assez émue, et dans le discours très. C'est marrant parce que du coup elle avait un discours très improvisé, qui sonnait en tout cas très improvisé. Je pense pas qu'il l'était spécialement, mais du coup. Un truc du style, oh my god, quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude, qui improviserait son discours, donc loin de ce que fait la de base, et ça prêtait plutôt bien à la situation. Donc c'était plutôt mignon. En plus, maintenant qu'elle avait sa propre veste et pas celle de Roddy Piper, au moins elle était à sa taille. Oui, c'est mieux. Et
Bon, après, Kurt Angle qui prend du coup le rôle du footeur de merde, quoi, en disant il paraît que Stéphanie disait que t'étais une has-been et tout ça. Que pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Stéphanie, je tiens à le dire. Après, voilà, enfin, Kurt Angle qui s'en va en disant, en expliquant, enfin voilà, en disant que voilà, ils essaient de la manipuler, puis elle qui se débarrasse, enfin qui fait passer Triple H à travers la table, bon, quand il faut vendre, ça on peut pas lui. Généralement, il aime bien quand il le veut. Il le fait plutôt bien vendre les coups. Son selling après qu'il est passé à travers la table notamment, est plutôt vraiment sympa. Et donc du coup tout ça donne un segment sympathique, même si ça confirme déjà ça écarte la possibilité The Rock, parce qu'il parlait de Ronda Rousey et The Rock. Là on serait plus sur un Ronda Rousey Kurt Angle. Mais The Rock c'est dur pour l'avoir, quoi, donc du coup calendrier chargé. Et du coup, bon, si plutôt que d'avoir un match où Triple H, un match de 30 minutes avec Triple H qui se couche contre une superstar plus jeune, mais qui 5 mois après revient comme si de rien n'était. À voir les deux regroupés et tout ça, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Au moins ça traînera peut-être pas trop en longueur, donc pourquoi pas. Voilà. Puis Stéphanie sera une grande star comme. L'essentiel est soft. Et ça vous dérange pas, vous, de passer d'une image de Stéphanie qui écrase absolument tout le monde, tout le monde autour d'elle, à celle d'une Stéphanie totalement terrorisée et à votre avis, combien de temps est-ce que ça Après, elle lui fout une baffe, quoi. Une baffe, quand même, elle est pas si terrorisée que ça. Ça va. Ouais, enfin, à voir combien de temps ça dure, la crainte de Ronda Rousey avant qu'elle se fasse massacrer par le couple McMahon. Attention, ça va réveiller un Triple H, la bête qui sommeille en lui. Oula. Si c'est ça, je préférerais autant que Kurt Angle ne soit pas dans l'affaire, parce que j'ai pas tellement envie qu'il prenne des risques, Kurt Angle, mais bon. Ouais. Bon, on verra. Oui, de toute façon. Enfin, moi, Ronda Rousey, bon, je lui laisse sa chance, hein. C'est d'autant plus facile qu'en ce moment je regarde pas. Mais c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un du tout que j'apprécie. Et je confesse que j'ai adoré ces 2 derniers matchs à l'UFC. La voir se faire massacrer, était jouissif. Voilà. Ça dure pas longtemps, vous perdrez pas du temps à les voir. Je vous assure, c'est vraiment chouette. Voilà, ça c'était ma petite... Voilà. me fait du bien. Non, mais elle a perdu quand même beaucoup de son éclat. C'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était elle était encore. On verra. Moi, je peux voir si elle attire vraiment les foules ou pas, quoi. Enfin, je suis pas convaincu de là-dessus, en fait. Moi non plus, ouais, mais. Oui, parce que justement, elle a eu ces 2 derniers matchs où et puis son inaptitude à gérer. Enfin, quand elle parle. À gérer la défaite, ouais. Oui, voilà. Ce qui est étonnant, parce que je doute fort. Elle en a connu d'autres des défaites. Je veux dire, dans le judo et tout, elle en a. Mais ça l'a vraiment beaucoup affectée. Et encore aujourd'hui, il paraît qu'elle en pleure encore, quoi. Si tu la branches sur ce premier match, c'était Holly Holm, je crois. Elle en pleure encore. Donc, voilà. Mais bon, après, elle est fan de catch, donc elle fera ce qu'il faut, je suppose.
Ah, c'est sûr, là, je pense qu'on peut pas trop douter Ouais, voilà. de ça. Donc, elle nous la jouera pas Lesnar, quoi. Oui. Enfin, le Lesnar actuel, hein, parce qu'il a quand même apporté un temps. Oui, Voilà. mais il ne jouera pas. Je viens toucher mon chèque Voilà. et la motivation c'est à géométrie variable, quoi. Non, Ouais, a priori, non. Et si nous abordions enfin le main event avec la victoire, la victoire éclatante. Donc, du plus grand catcheur au monde. De tous les temps même, et de la galaxie. L'élimination Chamber match masculin pour avoir la chance de se faire massacrer par Brock Lesnar à WrestleMania, mais avec l'Universal Title en vue. À résister à plus d'un F5, attention. Ouais, oui, voilà. Qui va résister à plus d'un F5 ? Quelqu'un qui aurait déjà kick-out de 3 d'affilée ? Donc ce match opposait Elias, Braun Strowman, John Cena, Roman Reigns, The Miz, Seth Rollins et Finn Balor. Alors, Dream, il était bien cet Elimination Chamber match avec tout ce monde ? Il était pas trop mal, mais pas dingue non plus. En gros, il était déjà, le résultat était plus que prévisible. Mais non. Mais voilà, ils ont choisi. On peut dire déjà que on a quand même que des gros noms et mine de rien, Elias. Voilà, qui figure dans ce match-là, c'est pas n'importe quoi par rapport à la confiance que lui donne, parce que quand on regarde les autres noms, c'est que des personnes en qui ils ont en qui ils voient soit beaucoup d'avenir, soit beaucoup de passé, soit beaucoup de présent. Sur le côté du ring, j'ai trouvé que ça mettait un peu de temps alors finalement en fin de match ça s'est rattrapé, mais à utiliser la cage. Au début ça m'a un peu surpris. Puis Strowman qui élimine tout le monde, il se prend je sais pas combien de finishers. Alors j'adore voir Strowman mi-over. Sur ce match, le match il a été construit autour de lui, hein, grosso modo. C'est vraiment lui qui il élimine tout le monde comme on le dit, et sauf Reigns qui voilà, il n'y a que Reigns qui peut finalement en venir à bout, même si après le match il sera tabassé. Je comprends qu'il veuille protéger Strowman, et c'est une bonne chose parce qu'il est super over, que il y a aussi une solution que je pense qu'il le garde aussi un petit peu en backup de sécurité. D'ailleurs, je sais pas si vous... ils avaient l'air de le pencher vers le Miz, mais finalement là ce sera plus Finn Balor contre le Miz, donc c'est pas... On va voir. Pas de spoil pour Raw parce que moi je l'ai pas regardé. Oui, mais il y a pas, même le match, il nous tisse plus des interactions entre Miz, Rollins, Balor, tout ça. Et du coup, Strowman, j'ai trouvé que c'était un peu trop, quoi. C'est par rapport aux autres. Je l'adore, tout ça, mais j'ai trouvé que dans le booking ils l'ont un peu trop mis en avant, et j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Oui, après Rollins, ouais, vas-y. Excuse-moi, oui, parce que finalement ça se fait au détriment des autres, quoi. C'est ça, c'est parce que Reigns gagne. Au final, Reigns n'est pas mis en avant spécialement par le fait d'avoir eu Strowman, parce que tout le monde lui en a mis plein la gueule dans le match. Il fallait bien un moment qu'il se couche. Et
Et les 4 autres, les 5 autres, pardon, c'est pareil. Eux, ils sont éliminés. Donc, bon. Sina qui se fait éliminer rapidement, c'est logique. Rapidement, mais pas tant que ça, mais disons qu'il se fait éliminer en 3e, quoi, après Mise et Elias, je crois. C'est ça. On arrive parce qu'il y a toujours cette storyline, John Cena qui est dans l'échec, qui n'a pas de match pour WrestleMania. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah là là. Oh, mais comment va-t-il obtenir un match à WrestleMania? On va se le manger au prochain pay-per-view d'ailleurs aussi. Mais nous le tease là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce qui paraît, il y aurait un Cena vs Rey Mysterio peut-être pour WrestleMania. Ouais, bon, on verra bien. On tease aussi que l'Undertaker revient en forme, donc. Mais là justement parce que soi-disant qu'il n'aurait pas été autorisé à catcher et que du coup c'est pour ça que ça serait contre. De toute façon, c'est comme très souvent et concernant de nombreuses personnes, Strowman entre autres. Pour l'instant, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Oui, c'est un petit peu le nuage noir. Ouais. Le match. En fait, j'ai trouvé le match là un point positif, c'est que j'ai trouvé extrêmement dynamique. C'est-à-dire que ça ne se. Je trouvais que tous les catcheurs étaient très impliqués et j'ai trouvé. Alors, là, tout le monde, on bâchait un petit peu. Enfin voilà, on se moquait du fait que c'était l'évidence que Reigns emporte ça, mais Reigns sur ce match, j'ai trouvé très bon, personnellement. Je trouvais qu'il était. Déjà, il servait de sa force, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Enfin. Il a fait pas mal de prises, plus que d'habitude. Il était toujours dynamique, mais d'une certaine constance. Moi, sur ce match-là, je l'ai trouvé très très bon, honnêtement. C'est par rapport à ses capacités. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était surpassé. Après. Il faut être un minimum objectif. Et sinon, Rollins, toujours aussi bon. Le Miz, qui fait ça, qui ajoute sa petite part psychologie comme il faut. Baylor, il m'a pas franchement marqué, même s'il est bon. Elias, voilà. Bref. Très prévisible. Match correct néanmoins. Bon rythme, mais pas mémorable pour autant, quoi. Bon, Ambrosia, t'es remise de ta canne de tout? Oui, je suis remise. Donc, moi j'ai bien aimé cette Elimination Chamber masculin. C'était même, je peux dire, mon match préféré de la soirée. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire débuter Elias avant le match avec sa petite guitare en train de faire ce qu'il fait, je sais même pas comment on dit, de faire réagir le public. Je trouvais que c'était sympa. Puis c'est une autre preuve de confiance. Je veux dire, tu fais pas débuter quelqu'un comme ça avec un segment où il cherche le hit, par n'importe qui. Donc, voilà. Oui. Puis moi j'ai trouvé qu'il a fait une super promo, comme d'habitude. Promo interrompue par Strowman. C'était ça aussi, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que ça fait toujours sourire. Donc voilà. J'ai trouvé que l'entrée du Miz était parfaite, absolument bien jouée. Il est allé houspiller un petit peu chaque personne qui était dans les boîtes. Enfin, voilà quoi. Et j'ai bien aimé aussi quand il est allé houspiller Strowman
qui met ses deux mains sur la vitre, qui tape comme ça, puis paf, le Miz qui recule avec vraiment la tête du mec qui a peur. C'était vraiment bien joué. Et je trouve que certains catcheurs, c'est pour des petits détails comme ça qu'on les apprécie un peu plus. Je trouvais qu'il y a eu un bon début de match rapide entre Rollins, Miz et Baylor. C'était sympa à voir. Un Rollins qui déroule face au Miz. Franchement, un Rollins toujours impressionnant. Il est dans la forme de sa vie, moi je trouve. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé donc, comme je disais, impressionnant, ça y est, tu me coupais du coup. Voilà, il déroule, il est endurant, il fait de bonnes prises, il est rapide, il est vraiment voilà, c'est vraiment ce qu'on aime, ce qu'en règle générale les gens aiment voir dans le ring, quoi. Vraiment, c'est du pur bonheur. Donc oui, en fait, moi j'ai pas grand chose à dire vraiment sur le in-ring, parce qu'en moyenne j'ai trouvé que le in-ring était plutôt bon. C'était un match énergique et rapide, donc moi ça m'a bien plu. Donc après l'entrée de Strowman, donc en avant-dernier, puisque c'était Elias qui a dû rentrer en dernier. J'ai trouvé que voilà, il a fait le ménage. On a montré encore une fois un Strowman bien puissant. Donc j'ai trouvé aussi que c'était plutôt sympa de voir Strowman, parce que j'ai trouvé Strowman, je l'ai vu d'une façon que j'ai pas l'habitude de le voir. C'est une façon vraiment, il est agile, parce qu'il est quand même monté sur une cabine, et puis il a sauté de la cabine, quoi. Et puis il a vraiment fait le ménage. C'est lui qui a éliminé tout le monde sauf Reigns, et j'ai trouvé vraiment il a été ce qui est normal, il a résisté à tout le monde. Il a même résisté donc à Cena, Rollins, Baylor et Reigns réunis. Donc j'ai trouvé ça très bien, mais à la fin, je trouve ça totalement illogique, et qui perdent. Il a résisté à tout, et puis ça y est, Reigns lui fait 3 mouvements dans la tête, et puis paf, ça y est, le match il est plié. Après, c'est vraiment bâclé. Non, c'est bâclé. Ouais, après il s'en est pris beaucoup avant aussi. Il a pris des finishers de tout le monde, dont certains plusieurs fois, quoi. Moi j'ai trouvé que ça cette fin, elle m'a gâché le match, quoi. J'ai trouvé ça trop simpliste. Le mec il résiste à tout, puis tout d'un coup, paf, allez hop. Non. Et puis c'est pas en faisant ça, je pense pas que c'est en faisant ça qu'ils feront apprécier un peu plus Reigns au public. Et après, je tiens à préciser aussi que c'est pas parce que c'est Reigns qui a gagné que je dis ça. Pour moi, c'est pas logique. Le mec, il est montré comme surpuissant et qui résiste à tout, et puis paf, en 2 temps, 3 mouvements, un mec qui a 2 fois moins de force que lui, il le plie en 2, quoi. Donc non, c'est pas crédible du tout pour moi, quoi. Donc ça m'a gâché la fin du match. Et je trouve ça bien dommage, parce que c'était plutôt pas mal. Ce qu'il y a aussi, c'est que le booking de Reigns depuis des années nous a rendus hypersensibles, et c'est vrai que dès que dans un match t'as un mec qui est montré plus fort que tous les autres pour que Reigns le batte et soit plus fort que le plus fort, c'est vrai qu'on est un peu épidermique, hein. Je dis on parce que je pense que ça te concerne aussi, Ambrosia, mais voilà, il y a aussi un truc un petit. Moi, sur ce match, j'ai pas trouvé ça choquant. Voilà, non, mais moi, ça m'a choqué. Parce que pour moi, voilà. Comme j'ai dit que je trouvais que Strowman avait déjà trop résisté, donc quelque part, ça me paraissait logique. Non, Strowman c'est le monstre parmi les hommes, donc du coup voilà. Ouais, mais
Ouais, enfin, bon, c'est pas amis les hommes, mais bon. Ouais, mais En face, t'as quand même John Cena, t'as quand même Seth Rollins, t'as quand même Finn Balor. C'est pas non plus, c'est pas les gars du coin. Enfin, c'est. Voilà, il se ligue contre lui pour le power bomber. Après, il se mange un attitude adjustment, un spear, un curb stomp, un coup de grâce. Voilà, donc c'est vrai que à force, voilà. Ouais, il a tout pris quoi. C'est. Ouais. Après, il a minimum traversé, il a même passé à travers une cellule. Après, après évidemment, qui a perdu. Enfin, John Cena, c'est dans l'histoire qui passe comme ça. Elias, le simple fait qu'il est là, il n'avait pas non plus grand chose à perdre en soi, puisqu'il avait déjà gagné. Le Miz, voilà, sur le ring, ça reste, par rapport à ce niveau-là, ça reste une menace moyenne, on va dire, par rapport aux autres, même s'il reste sérieux. Mais finalement, c'est plus Finn Balor, quoi, parce qu'il y a Rollins, il avait au Raw d'avant, il avait catché plus d'une heure, donc il était en mode Superman et tout ça, donc et que là, il a fait une bonne performance. C'est pour un Finn Balor par exemple, on peut trouver ça dommage par exemple. Oui. Mais bon, c'est moi je pense aussi que moi le but de la WWE actuellement, je pense pas que ce soit de. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse une rivalité Strowman-Reigns quand Reigns aura le titre, avec un Strowman un peu plus face et un Reigns un peu plus heel, honnêtement. Enfin, Mais ça, on n'arrête pas de le dire, mais Raw a encore montré qu'ils essaient de mettre Reigns over en tant que face. Donc, il n'en sortira pas. On l'aura pas, notre Reigns en heel. C'est dommage, parce que ce serait très certainement plus supportable. Et voilà, mais... dans le booking de la Chamber, non, pour le coup, c'était pas ça, mais après... parce que derrière, Strowman fait un beatdown sur Reigns, avec la foule qui en demande, et il s'exécute, donc... Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, je trouve quand même qu'on peut pointer disons qu'ils vont dans le sens de la foule qui acclame Strowman. Donc, et c'est très bien. C'est bien parce que il faut renvoyer les gens chez eux contents, quoi. C'est bien. Non, mais c'est vrai. C'est... Puis il y a ces rumeurs aussi de rivalité entre Rollins et Reigns, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils vont refaire tourner Rollins heel? Oui, c'est ce qui est à un moment donné. Il y a deux rumeurs. Il y a celle-là, comme quoi ils veulent le remettre heel, parce qu'en soit il y a en plus qui disent qu'il manque de heel à Raw. Et une autre qui dit qu'il partira à SmackDown. Donc on ne sait pas. Oui, mais eux-mêmes ne savent pas. J'aurais pas l'intérêt d'avoir Rollins en heel. Non, ce serait une erreur. Là, oui, ça serait une erreur, mais bon, la WWE est spécialiste pour ça aussi quand même. Oui, non, mais là, on reviendra le faire tourner Louis, mais Rollins. Oui, mais ouais, non, ok, mais apparemment, d'après ce que j'avais vu aussi, ils veulent pas attendre que Ambrose revienne, parce que Ambrose il va revenir, on sait pas quand, quoi. Donc le problème il est là aussi, quoi. Oui, et apparemment, ils ont besoin de quelqu'un pour. Ils vont avoir besoin de quelqu'un contre Reigns, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà, c'est ça. Une fois qu'il aura le titre, il faudra bien qu'il l'occupe. Mais s'ils imaginent que les gens vont se retourner contre Rollins, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ça faisait un sacré bout de temps qu'il n'avait pas été aussi over. Et puis c'est quand même terrible à dire, mais sa chance, elle est venue de la blessure de Jason Jordan, hein, finalement. Hein, c'est vrai que si Jason Jordan avait pu
resté, il serait resté coincé. Rollins aurait été coincé avec lui par équipe. Contre The Bar en boucle et sans fin. Et je pense que il a aussi. Je pense qu'il a pas mal travaillé ces derniers mois et je pense que ça a plu à WWE. Oui, je pense mais il a toujours été dans les petits papiers, Rollins. Et puis Rollins, tu le vois que c'est quand même un bosseur, parce que moi, le peu que je vois les vidéos sur internet et ceci, je peux te dire qu'il se bougeait le. Non, puis même. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que l'année passée, il a mis du temps après sa blessure à retrouver la. Oui, mais il faut que c'est long, et pour reprendre confiance en soi et tout, c'est pas rien. Les genoux, c'est pas rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, il est revenu à son top niveau, peut-être même plus fort. Mais en tout cas, il est clair que derrière Reigns, les deux personnes qui sont mises en avant, c'est Strowman et Rollins, quoi. Et je pense qu'ils auraient tout intérêt à envoyer Rollins à SmackDown pour essayer de le relancer. Bon, si il s'éloigne enfin de Shane McMahon en avant sur SmackDown, parce que c'est la condition, mais ça relancerait sans doute pas mal SmackDown. Plutôt que de le sacrifier à Reigns, franchement, non, quoi. Enfin, après, c'est en supposant que le brand split va se poursuivre, parce que s'ils parlent déjà de remettre les deux brands à chaque pay-per-view, peut-être qu'ils vont revenir à un seul roster. À voir. Bon, en tout cas, une victoire éclatante et absolument pas surprenante. Bon, ça fait quand même des mois qu'on savait que Reigns irait affronter Lesnar à WrestleMania, donc on y est. C'est quoi, ça fait depuis SummerSlam, je pense. Ouais, ça fait 3 ans qu'ils essaient de le faire. Ouais, non, mais ça fait, c'est ça fait combien d'années qu'il a emmené Evans, le père Reigns, là? Parce que j'ai l'impression que tous les WrestleMania que j'ai vus, ça a toujours été lui en il en a eu 3 d'affilée, mais là, ce sera, s'il y a, je sais pas, ce sera peut-être pas le dernier match. S'il y a un Taker, je pense que ce sera peut-être le main event. Ça va dépendre du reste. Et puis peut-être aussi pour éviter de chatouiller trop le public, parce qu'ils en sont quand même à couper le son sur les huées qui accompagnent Reigns. Donc peut-être qu'ils n'ont pas envie de terminer un 4e WrestleMania d'affilée sous les huées non plus. Va savoir. C'est faux ce que tu dis, parce que quand Rollins a gagné, ça s'est pas terminé sous les huées. Quand Reigns a gagné. Non, mais pour WrestleMania. Oui. Quand Rollins a gagné caché. Ouais, là c'était génial. Je l'ai appelé mon petit bonbon à la menthe pendant des mois. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de Money in the Bank pour une fois. C'est exactement. On aurait vu débarquer Baron Corbin, on aurait dit. Mais après, à un moment, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que c'est le but qu'ils veulent. Donc, qu'ils le fassent. Et puis, on va espérer qu'on bougera, ça donnera autre chose et qu'on bougera de ça plus tard, quoi. Derrière, on va pouvoir souffler. Est-ce que ça va enfin marcher ou pas, quoi? Ça marchera jamais. De toute façon, s'il est pas over maintenant, en étant face, il faut qu'il le mette heel. C'est tout à fait logique. Et s'ils le font pas, ça marchera pas. Puis c'est tout. Ça fait 4 ans qu'ils essayent, ça aurait déjà pris. Ouais, mais malgré tout, je te spoil pas, mais à Raw, ils ont sans doute trouvé une bonne approche et pour Reigns et voilà, apparemment, tu sais, il y a toujours la réaction initiale de forte huée, puis ça se calme, et puis petit à petit, j'ai l'impression qu'il amène les gens à lui. Qu'il les gagne petit à petit, malgré les huées à chacune de ses entrées. Donc, à voir.
Après, Raw, il a fait une belle promo, il faut oui, le dire. oui. Bah, ouais, il paraît. Mais bon, ouais, il paraît qu'il a D'ailleurs, fait une très bonne promo. on lui a laissé un peu plus de liberté et ça se voyait, quoi. Bah écoute, c'est quand même, c'est dommage qu'il l'ait pas sorti il y a ne serait-ce que 2-3 ans, quoi, parce que ça a été long, quoi. Oui, voilà. Et il y a eu beaucoup de dommages, autant pour lui que collatéraux. Bon, on verra. Hein. De toute façon, moi personnellement, je vois pas comment je vais devenir fan de ce mec. Hein. Donc là, je suis super. Non, mais je m'en sens incapable. Malgré tout, même si tout le monde dit qu'il est bon, etc. Je le trouve tellement détestable et imbu de lui-même que je peux pas, quoi. C'est clair. En face, je peux pas. En heel, il passerait vraiment mieux. Mais en face, moi je peux pas, hein. Je veux dire, et même après, le lui, son personnage, il est un peu plus. Enfin, ça rend pas plus attachant quelque part, mais non, au contraire. Mais il assume plus ce côté-là qu'avant. Enfin, c'est-à-dire qu'il. Oui. Fut un temps, il était en mode, vraiment plaire pour plaire, quoi. Le gentil petit boy scout, quoi. Et ça fonctionnait pas parce que c'est pas sincère. C'est pas lui. Ouais, et puis en plus, je veux dire, c'est pas un truc qu'il a en lui, quoi, ce côté. Moi, ça me dérange quand même que le top face, ça soit un type qui se contente d'arriver. Oui, this is my yard, alors pour vous le prouver, comme je suis le big dog, je vais faire pipi autour, hein. Donc donnez-moi des matchs pour le titre. Point, parce que son personnage, l'histoire de son personnage, en gros, c'est ça, quoi. Donc je trouve ça... Voilà, il y a rien qui a été fait non plus pour nous porter à vouloir le suivre et nous attacher à lui. Mais je pense aussi que c'est... orienté par ses limitations à lui, hein. Je crois qu'il a du mal à être attachant. Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que là, je pense pas que la WWE soit. Enfin, je pense que la WWE est dans une meilleure situation là qu'elle a pu l'être dans le passé avec Reigns, c'est-à-dire pas forcément par rapport à lui, mais par rapport à l'entourage. C'est-à-dire par rapport aux personnes qui sont over autour de lui, donc les Strowman, les Rollins et tout ça. Où je pense que je pense qu'ils ont plus de marge de manœuvre et je pense qu'ils en sont conscients d'ailleurs. Et du coup, je les vois en meilleure position que par le passé. Je dis pas que Reigns ça va prendre ou pas, mais je les sens moins butés sur ce sujet-là, en fait. Oui, et puis voilà. C'est mon avis. Oui, non, mais moi je le sens comme ça aussi, dans le sens où, malgré tout, avec les années, à force de nous le mettre en avant, il est établi, Reigns, maintenant, et ils ont plus besoin de booker tous les autres comme de la merde pour que lui paraisse mieux. Enfin, moins merdique. Donc, ça se sent moins. Effectivement, il y a quand même Strowman qui a le dernier mot sur la fin du pay-per-view. Donc, s'ils font attention, et puis aussi, ils jouent sur le fait, et puis c'est vrai, beaucoup de gens ont marre de Lesnar, quoi. Oui, puis Reigns, moi, il y a aussi un truc, c'est que s'ils sont mis dans la tête, c'est pas facile parce que à vouloir chercher je reviens à ce que j'avais dit une fois, où plutôt que vouloir chercher forcément le top guy, avoir une rivalité à la place en main event, je veux dire, plutôt que d'avoir le poster boy, quoi, d'avoir une rivalité qui soit emblématique, qui soit vedette, et étant donné la chimie entre Reigns et Strowman, je me dis que peut-être que c'est dans leur plan, quoi. Quitte à pas grave que ce soit Strowman qui se fasse acclamer et Reigns jouer, au moins si la rivalité continue à prendre comme elle a pris l'année dernière, peut-être qu'ils s'en contenteront. Voilà. C'est une rivalité qui peut se faire déplacer les foules, quoi, et c'est tout ce qui compte, finalement.
Et après voir un peu quelle longévité peut avoir le personnage de Strowman s'il continue à le booker juste en monstre inarrêtable, parce qu'une fois que les monstres inarrêtables sont arrêtés, c'est compliqué de reprendre enfin de faire une suite, quoi. Mais bon, après on le disait tout à l'heure, Strowman il a quand même montré en acting qu'il était capable de faire plein de choses différentes. Il peut être drôle, il peut être attachant, il peut être plein de choses, donc bon, ça garde, on peut garder espoir pour lui. Eh bien, monsieur, madame, on va passer à vos notes sur ce dernier match. Ambrosia? Donc moi j'avais mis 15 au départ, mais je mets -1 par rapport au final qui m'a fortement déplu, donc ça fait 14. D'accord. Et Dream? Je vais mettre 14 aussi. Bon, ce qui nous donne, avec le 14 de KXL, un beau 14 en moyenne, ce qui place ce match comme le meilleur de ce pay-per-view selon vous tous. Ça vous semble logique? Oui. D'un point de vue in-ring, oui. Ouais. Oh oui. Et ben voilà. On a fait le tour, on est au bout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un conseil, une idée, truc, l'habilité. Est-ce que vous marchez vers WrestleMania le cœur content et avec impatience? Ambrosia? Pas spécialement. Non. Mais... Non, pas spécialement. Mais on a connu des années pires, honnêtement, je trouve. Avec des Raw affreux toutes les semaines et... Ben là, on a des SmackDown affreux, donc c'est bien. Ça compense. Pardon. Je trouve que... En plus, il y a cette décision de... Ils vont ralentir un peu le rythme des pay-per-view, est-ce que j'ai compris? Oui. Ce qui est pas plus mal, je pense. Ça va dépendre si on a la qualité ou pas. Moi, je veux bien mais si c'est pour avoir quelque chose qui est pas de qualité, c'est pas la peine. Donc, moi, je demande à voir. Si c'est pour avoir des pay-per-view de qualité, ok, je signe de suite. Mais sinon, on aura un pay-per-view en moins, et puis voilà, c'est tout, quoi. Oui, bon, après, avec le brand split, a-t-on eu beaucoup de pay-per-view de qualité? La question se pose. Non, justement, non, mais ça, c'est pour ouais. ça que je dis, il faudrait que les pay-per-view soient de qualité, quoi, du coup. Ils peuvent le faire, hein, parce qu'ils ont suffisamment de bons catcheurs pour avoir des ça des c'est bons sûr, matchs. mais après, s'ils les font interbrand, comment va se passer les constructions des matchs? Est-ce qu'il y aura des matchs de SmackDown, des matchs de Raw, ou est-ce que il y aura des croisés entre des matchs croisés? J'espère qu'il y Comment aura ça va se passer? logiquement, c'est pour avoir fait. J'espère qu'il y aura des chassés croisés, parce que Oui, parce tu que peux quand même commencer tu peux faire des rivalités rien qu'avec les réseaux sociaux à l'heure actuelle, donc il n'y a pas besoin qu'ils se croisent. ouais, mais il y a des gens qui vont pas suivre. Oui, non, aussi. je pense. Ouais, puis bon, après, de toute façon, autour d'un titre, il n'y a pas besoin non plus de faire un build-up de fou, quoi. S'ils sont pas cons, par exemple, Money in the Bank, ils feront une seule mallette et avec des catcheurs des deux bandes, ça serait bien. Plutôt que de faire une mallette propre à chaque. Oui, qui a pas donné grand-chose en plus. Et après, et vous, est-ce que vous auriez préféré, est-ce que vous un pay-per-view tous les mois, vous auriez préféré que genre on limite juste le rythme des pay-per-view et que ça garde une fois Raw, une fois SmackDown, ou comme ça les deux mélangés à tous les mois? Les deux mélangés tous les mois. Ouais, moi je sais pas, en fait, c'est plus la qualité des weeklies de SmackDown qui est tellement navrante que
tu te demandes même pas, enfin voilà, tu te demandes si vraiment ça va changer quoi que ce soit de faire des pay-per-view interbrand, quoi. On aura l'occasion Moi, je vois pas ce que tu reproches au weekly de SmackDown, c'est pas mal. Que ça soit tout autour de Shane McMahon et que AJ Styles soit une arrière-pensée. Qu'on ne voit jamais Nakamura ni Rusev. On voit Zayn et Owens et ils sont très bien. Oui, et puis ils sont dans l'histoire qui se joue entre Shane McMahon et Daniel Bryan. Ils sont pas dans leur histoire à eux. Mais bon, nous ne parlions pas de SmackDown. Davantage la Fastlane, comme c'est un peu perdu. Voilà. Bon, en tout cas, moi je pense que passer un pay-per-view par mois, ce sera très bien parce que la politique de la WWE qui consiste à t'étouffer sous le nombre d'heures de shows qu'ils produisent pour t'empêcher d'aller voir ailleurs parce que t'as pas le temps, c'est fatigant. Donc ça me convient si ça se relâche un peu. Oui, puis ça donne un peu plus d'intérêt au show. Si on peut respirer un peu, voilà quoi. Ça sera moins. Oui, et puis si voilà. Enfin, on risque d'avoir moins de trous dans les pay-per-view avec des matchs assez boucherons. Mauvais. Oui, après c'est vrai que justement les gens qui étaient dans ces matchs, ils vont manquer d'exposition et que c'est pas comme ça qu'ils réussiront à avancer non plus. Donc on verra bien. Et voilà, malheureusement on peut pas dire l'avenir. Ok. Et du coup on donne une note pour le pay-per-view aussi ou... Oui, vas-y. Quel est ton ressenti ? Je vais mettre 11. Alors, je me suis pas ennuyé, vraiment. Un petit peu en milieu de card, mais le in-ring était jamais horrible dans ce pay-per-view, mais le problème, c'est que il n'y avait pas de suspense, il y avait zéro suspense, tout était ultra prévisible. C'est un peu... Là où le Rumble était plutôt ouvert, là c'était prévisible au possible, donc du coup rien de marquant et finalement un pay-per-view assez anecdotique, bien que pas catastrophique. Voilà. Ambrosia, tu donnerais quoi en note globale ? Je donnerais un 11 aussi parce que c'était pas super folichon, mais c'était correct quoi, c'était moyen. Donc quand c'est la moyenne, tu mets 10, c'est bon. Quand même, on a quand même eu de bons matchs de Elimination Chamber, donc je mets un petit point de plus, ça fait 11. D'accord. Oui, la moyenne des notes est à 11,85. Donc, c'est à peu près ça. Au moins le pay-per-view s'est fini sur une bonne note. Je pense que s'il n'y avait pas eu le triomphe de Strowman à la fin, peut-être que le ressenti aurait été plus négatif. Question. Oh, je sais pas. Ouais. Je pense pas. Non. Ok. Et bien sur ce, nous allons terminer ce podcast. Nous allons finir sur cette note pas vraiment enthousiaste, plutôt mitigée. Quand même, on est sur la road to WrestleMania, quoi. Et c'est pas le grand délire pour l'instant, donc espérons que ça bouge et que ça se réveille par la suite. Bon, ça soit pire que l'année où on a eu Triple H Reigns. Oui, non, mais après, souvent quand on y arrive doucettement, ils prennent soin d'avoir un bon show au bout, donc il n'y a pas lieu de désespérer, quoi. On verra bien. Ouais.
Au pire, ce sera bof. Voilà. On a l'habitude. Sur ce, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne continuation enthousiaste dans cette route to WrestleMania pour un show qui va dépoter. On en est sûr. Je vous dis à bientôt. Prochain pay-per-view, c'est Fastlane. C'est dans 15 jours, je crois. C'est quoi Fastlane? C'est pour SmackDown. Prochain pay-per-view, SmackDown. Non? Ciao. Allez, à plus. Au revoir à tous. Au revoir.